Un prof à l'université de Virginie du genre irréprochable, propre sur lui, très sérieux, a vu sa vie basculer du jour au lendemain. Le gars devient tout simplement le plus grand des pervers. Il passe ses journées sur les sites de et comme ça ne suffit pas, eh bien il va chez les prostituées et genre pas qu'une fois, limite il va prendre la carte de fidélité. Sauf que ça devient très grave, il se met à faire des avances aux étudiantes, pour certaines mineures, et il va rapidement se faire arrêter. Mais c'est pas fini, la veille de son jugement, il va se rendre aux urgences en se plaignant d'un mal de crâne. Devant les médecins, il va leur avouer qu'il a tout simplement envie de violer sa concierge. Et ça s'arrête pas là. À chaque fois qu'une infirmière passe, il lui fait des propositions salaces. Je rappelle qu'on est la veille de son jugement. Qu'est-ce qui peut bien lui arriver? On lui fait passer un scanner et on découvre qu'il a une énorme tumeur qui lui écrase le cortex frontal. C'est cette partie du cerveau qui gère l'inhibition et qui anticipe les conséquences de nos actes. En gros, il est en roue libre. On lui retire la tumeur et par miracle, il redevient normal. Est-ce que toi aussi, des fois, tu as une pensée qui arrive comme ça et tu sais pas d'où ça vient, comme une sorte de spam? À quel point est-ce que nous sommes responsables de nos pensées? D'où vient cette petite voix qu'il y a dans notre tête et qui ne s'arrête jamais, comme une sorte de radio qu'on est obligé d'écouter à longueur de journée? Cette voix s'immisce tout le temps dans notre vie. Elle est là quand on est sous la douche, elle est là quand on se brosse les dents, elle est là quand on est sur le trajet pour aller au travail, elle commente tous les passants, elle commente aussi les panneaux publicitaires, elle est partout. Des fois, elle est juste une distraction. Il m'arrive des fois de lire et au bout de 3 pages, je m'aperçois que j'ai rien compris. Mais des fois, elle peut devenir aussi une torture. Quand tu es dans ton lit et que tu as envie de dormir et que ton cerveau te lâche pas. Quand tu as une chanson qui tourne en boucle jusqu'à te rendre fou. Tu vois de quelle chanson je parle? Le pire, c'est quand tu viens juste de te disputer et que tu rumines et tu rejoues la cesse encore et encore jusqu'à t'en épuiser. Alors cette voix, pourquoi elle fait ça? On dirait quelquefois que notre cerveau est notre pire ennemi. Je vais te dévoiler ses secrets et à la fin de cette vidéo, je te promets que tu ne verras plus tes pensées de la même manière. Joseph Bogen, un chirurgien un peu foufou, s'est levé un beau matin et s'est dit « Tiens, et si je coupais des cerveaux en 2 aujourd'hui? Quelle bonne idée !» La vérité, c'est qu'il voulait aider des personnes souffrantes de crises d'épilepsie. Il découvre que le cerveau est divisé en 2 hémisphères, le gauche et le droit. Mais il découvre que les 2 sont séparés par un corps calleux, une sorte de pont qui leur permet tout simplement de communiquer l'un avec l'autre. Alors le chirurgien se dit « Tiens, et si je coupais ce corps calleux ?» Oui, apparemment, il aimait bien couper des trucs. Selon lui, bien que le corps calleux permette la communication entre les 2 cerveaux, il est aussi la cause de la propagation des crises d'épilepsie. Et là, bingo, en coupant la transmission entre les 2 cerveaux, les patients retrouvent une vie normale seulement après quelques semaines. Mais il se demande quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas des effets secondaires? C'est là qu'intervient le jeune psychologue Michael Gazzaniga, chargé d'étudier les effets à long terme de l'opération. Michael découvre que chaque hémisphère est spécialisé dans des tâches différentes. Pour faire hyper simple, le côté gauche est celui de la logique et de la maîtrise du langage, le côté droit est celui qui gère la reconnaissance des formes. C'est pour ça qu'on dit que le cerveau droit est celui des artistes et le cerveau gauche celui des scientifiques. Une autre découverte étonnante, c'est que chaque hémisphère gère la partie opposée du corps. Le cerveau gauche gère tout ce qu'on voit à droite ainsi que la partie droite du corps humain. Le cerveau droit gère la partie opposée. Gazzaniga décide alors de mener une expérience sur ces patients dont le cerveau est coupé en 2. Il leur demande de fixer un écran avec un point au milieu. Puis il fait apparaître une image à droite et à gauche du point. Par exemple, si une image de chapeau apparaît à droite du point, elle n'est captée que par l'hémisphère gauche. Si la même image de chapeau apparaît à gauche du point, elle n'est captée que par l'hémisphère droit. Pour le premier test, il fait apparaître l'image d'un chapeau à droite du point, qui n'est donc capté que par l'hémisphère gauche, celui responsable du langage. Et quand le docteur demande au patient « Qu'est-ce que vous avez vu ?», le patient répond tranquillement « Un chapeau ?» Facile. En revanche, quand le chapeau apparaît à gauche du point, ce n'est que l'hémisphère droit qui le capte, celui qui ne connaît pas le langage. Pour un individu normal, l'hémisphère droit aurait été capable de transmettre l'information au côté gauche et on aurait pu tout simplement donner la même réponse à la question. Mais pour ces patients, à la même question « Qu'avez-vous vu ?», le patient répond « Rien, j'ai rien vu. » Quoi ?
Et juste à ce moment-là, Gazzaniga montre une série d'images au patient, dont celle du chapeau, et lui dit « Ne dites rien, mais pointez du doigt l'image que vous avez vue ». Le patient, qui vient juste de dire « Non, je n'ai rien vu », pointe gentiment son doigt vers le chapeau. Pardon? 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 Sans que rien ne le gêne visiblement. Tout va bien. Son hémisphère droit a donc bien vu le chapeau, mais a été incapable de le transmettre au cerveau gauche. Et le cerveau gauche a donc répondu « Non, je n'ai rien vu ». Mais ça va encore plus loin, avec ce qu'on appelle la confabulation. Ça signifie que le cerveau gauche, quand il ne sait pas pourquoi il fait une action, parce que c'est le cerveau droit qui l'a demandé, il va quand même trouver une réponse logique. Par exemple, pour ces patients, si on leur montre un message dirigé uniquement vers le cerveau droit et qui leur demande de se lever et de marcher, ils vont se lever et marcher. Mais si on leur demande d'expliquer verbalement pourquoi ils font ça, ils vont répondre j'avais soif, quoi, et j'avais besoin d'aller aux toilettes. En gros, il va carrément s'inventer une vie. Il est convaincu qu'il est en train de donner des explications cohérentes alors qu'il est tout simplement en train de les inventer. Ça te rappelle pas certaines personnes qui veulent toujours justifier leurs actions, même quand c'est complètement illogique, juste parce qu'ils veulent toujours avoir raison. Ça rend fou. La plupart des gens n'ont pas le cerveau coupé en deux comme ces patients, mais cette expérience montre de manière fantastique comment notre esprit est composé de plusieurs entités qui travaillent indépendamment de notre volonté. Dans la suite de cette vidéo, tu vas voir à quel point tu n'es pas seul dans ta tête. Pour l'instant, je n'ai parlé que de la séparation de l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Je n'ai pas encore parlé de toutes les autres divisions du cerveau, telles que l'hypothalamus où réside notre instinct, l'hippocampe où on peut trouver la mémoire et l'amygdale qui permet d'évaluer les menaces. Et parmi les espèces les plus sociales comme les primates, dont nous les humains, il y a le néocortex qui illumine la pensée. Avec tout ça, on peut dire que notre personnalité n'est pas juste un phénomène seul et isolé. Notre cerveau est comme un orchestre et chaque partie joue une mélodie différente et ensemble, ils jouent la musique de notre conscience. Alors ça peut soit être du Mozart ou soit René Latto. Des expériences ont montré qu'en activant certaines parties du cerveau d'une souris avec du courant électrique, on pouvait la rendre totalement féroce, affamée ou tout simplement la mettre en rut. Chez les humains, c'est le cortex qui est le plus développé. C'est celui qui permet de peser le pour et le contre d'une situation. Les neurones de cette partie du cerveau tournent à plein régime quand il s'agit d'un plaisir à obtenir ou d'une douleur à éviter. En plus, c'est complètement automatique et inconscient. Par exemple, tu ne décides pas d'être attiré par un plat délicieux ou une personne séduisante. Tu ne décides pas non plus d'être repoussé par un animal mort ou de détester une chanson. Il y a 3 millions d'années, c'est ce qui a permis aux animaux de survivre face aux menaces de l'environnement ou aux opportunités. Et rien n'a changé depuis. Ton cerveau est parfaitement configuré pour éviter la douleur et rechercher le plaisir immédiat. Par exemple, la nourriture et le sexe sont tes sources principales de dopamine. La vérité, c'est que ces processus automatiques et inconscients sont passés par des millions d'années d'évolution et sont aujourd'hui quasiment parfaits. Et maintenant, tu vas comprendre d'où vient le problème. Ce n'est que récemment que le langage est apparu et avec lui le raisonnement, la logique et surtout la maîtrise de soi. Et ces processus-là ne sont encore qu'à leur version bêta. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore assez développés. Surtout comparé à tous les autres processus automatiques et instinctifs. La différence, c'est que d'un côté, on a un processus automatique instinctif qui tourne en boucle à l'infini et qui ne s'épuise jamais, sans effort. Et de l'autre côté, on a les processus contrôlés, comme la maîtrise de soi, qui, elles, agissent comme un muscle. Elles se fatiguent, elles s'épuisent et finissent par céder. C'est pour ça que c'est si difficile de maintenir les bonnes résolutions, de s'arrêter de fumer ou de tenir quand on fait un régime. C'est tout à fait normal et ce n'est pas de ta faute. Ça demande juste du temps et des efforts. Alors comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle sur nos processus mentaux afin d'améliorer notre quotidien ? Dans l'histoire d'Edgar Allan Poe, le démon de la perversité, le personnage principal commet le meurtre parfait. Il s'empare des biens de sa victime et savoure ses gains malhonnêtes pendant des années. Quand il repense au meurtre, il se dit « Je suis en sécurité », jusqu'au jour où son mental se retourne contre lui. Une nouvelle pensée apparaît « Je suis en sécurité ».
Sauf si je suis assez fou pour me confesser publiquement. Extrêmement contrarié par cette pensée, plus il tente de la chasser de son esprit et plus elle le possède. Jusqu'au jour où, tellement pris de panique, il finit par s'évanouir. Et à son réveil, on lui apprend qu'il a tout avoué. Ça te rappelle pas quelque chose? Tu sais, quand tu es à un dîner important ou à un entretien et que tu te dis dans ta tête « faut pas que je dise de conneries ». Et juste après, ton cerveau se met à imaginer toutes les boulettes que tu pourrais dire ou faire jusqu'à ce que tu dérapes. Si tu dis à un enfant « ne fais pas l'idiot », il va essayer, mais pour ça, il faut qu'il comprenne ce que signifie ne pas faire l'idiot. Et pour éviter de faire une erreur, son processus automatique va se mettre à visualiser les 1001 façons de faire l'idiot. Tu imagines bien la suite. Quand tu penses à ne pas fumer, ton esprit retient fumer. Quand tu penses ne pas stresser, ton esprit retient stresser. Si je te dis « ne pense pas à une banane », voilà. Et même si pendant quelques secondes, tu parviens à penser à autre chose, ton processus automatique, à un moment donné, va juste vouloir vérifier que tu ne le fais pas. Et là, tu comprends à quel point c'est difficile de lutter contre notre inconscient. Et si des fois tu as l'impression de te battre contre toi-même, eh bien c'est le cas. C'est comme s'il y avait un animal en toi que tu essayais de dompter. Il y a bien longtemps, Bouddha disait « Avant, mon esprit passait son temps à vagabonder. Aujourd'hui, il a trouvé l'harmonie et le contrôle, tel un éléphant sauvage maîtrisé par son dresseur. » Alors comment maîtriser cet éléphant sauvage face auquel tu te sens impuissant? Avant de passer à la suite, où je vais te montrer les solutions que j'applique à moi-même pour apprendre à me maîtriser, je te rappelle juste que tu peux mettre un petit j'aime à cette vidéo et à t'abonner si jamais tu apprécies ce contenu, et surtout parce que ça fait vraiment plaisir. Alors, dans cette dernière partie, je vais maintenant te montrer le mode d'emploi des pensées. Alors attention, ces solutions, c'est celles qui fonctionnent pour moi. Donc je te les propose, tu es libre de les essayer et j'espère vraiment que ça va t'aider. Déjà, la clé, c'est de ne pas s'identifier aux pensées. Comme on l'a très bien vu, tu n'es pas responsable. Rien que ça permet de se soulager de la culpabilité et ça fait du bien. Mais du coup, c'est ta responsabilité de décider si tu acceptes une pensée ou non. C'est comme ça que tu reprends le contrôle de ton mental. Et c'est exactement l'objectif de la méditation. Apprendre à observer ses pensées sans s'y attacher. Moi, ça m'aide énormément. La méditation, ça marche, mais il faut être motivé. Mais il y a une chose que tu peux mettre en place tout de suite et sans effort. Ce sont les affirmations positives. Bon, je sais qu'il y en a, ils sont pas à l'aise avec cette technique, qui même des fois la tournent en ridicule. Je vais bien, tout va bien. Mais ça marche. Parce que le seul moyen de ne pas penser à une banane, c'est de penser à une pomme. Alors si tu veux remplacer une pensée négative, remplace-la par une pensée positive ou neutre. Au lieu de dire « je ne veux pas me mettre en colère », dis tout simplement « je veux rester calme ». Au lieu de dire à un enfant « arrête de faire des bêtises », dis-lui « sois sage ». C'est comme ça qu'on peut diriger notre éléphant sauvage intérieur dans la bonne direction. C'est le meilleur moyen de corriger la voix qui hale dans ta tête et qui te murmure des choses à longueur de journée. Ensuite, voilà ce qui marche super bien pour moi. Pour maîtriser ton mental, maîtrise ton environnement. Si tu es au régime, ne laisse pas les biscuits traîner dans la cuisine. Si tu veux réduire ta consommation d'alcool, évite d'avoir une bouteille au frais dans le frigo. Si tu veux lire plus, pose un livre sur ta table basse en plein milieu du salon. Et le conseil qui m'a littéralement sauvé la vie, va faire tes courses le ventre plein. C'est vital pour la maîtrise de soi, surtout quand tu es devant le rayon chips. Bon, il y a une dernière chose que je fais aussi, mais là, te sens vraiment pas obligé, c'est que je prends des douches froides. Tu sais, quand je suis face à cette eau glacée et que tout mon processus mental automatique me dit « mais bouge de là !» Eh bien, je me force, je fais taire ma voix intérieure et je me mets dans l'eau. Il n'y a rien de mieux pour muscler sa volonté et la maîtrise de soi. Comme tu l'as vu, le processus automatique est infiniment plus fort que notre processus contrôlé. C'est pour ça que c'est si facile de s'auto-saboter. Mais tu sais maintenant comment développer ta conscience pour reprendre le contrôle de ta vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, si tu veux passer à la vitesse supérieure, sache que j'ai spécialement pour toi créé une visualisation guidée audio qui va te servir pour canaliser ton animal intérieur. Elle va te permettre de prendre le contrôle de tes processus automatiques, ceux dont on a parlé,
Et l'objectif, c'est de booster ta motivation et ta confiance en toi pour te propulser hors de ta zone de confort. En gros, tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Alors, clique sur le lien en description et inscris-toi pour saisir cette opportunité.